Merci Albert de me laisser la parole et on va commencer en fait par un film parce que je vois que tout le monde aime ça. Et vous voilà plongé donc au cœur du monde industriel. Et quand je me suis demandé comment introduire mon propos aujourd'hui en utilisant la dystopie, j'ai d'abord interrogé les jeunes de mon entourage. J'étais en vacances la semaine dernière, donc j'ai parlé à mes enfants. Et ils m'ont tout de suite évoqué les films de science-fiction comme Hunger Games, Labyrinthe ou Divergente, qui mettent en scène des jeunes héros qui essayent de sortir de situations dystopiques. Et effectivement, Katniss Everdeen, elle est obligée de faire une rébellion pour pouvoir s'en sortir avec des pertes importantes. J'ai aussi pensé au film Her, Hair, à ne pas confondre avec le groupe de musique qu'on entendra tout à l'heure, où effectivement le héros tombe amoureux d'une intelligence artificielle du nom de Samantha, ce qui a un côté attendrissant mais aussi un petit peu flippant. Alors si on veut translater tout ça au monde de l'énergie, on pourrait penser, parce qu'on y travaille, à des plateformes qui ne sont opérées que par des robots en pleine mer. Ces mêmes robots qui sont pilotés depuis des smart rooms à terre. Et qu'est-ce qui pourrait se passer si les robots coupent le contrôle et prennent eux-mêmes possession de la plateforme et des richesses souterraines, créent un méta-État et finalement contrôlent la richesse oil and gas de notre planète. Voilà un peu pour l'introduction dystopique. Et si ce futur inquiète, on peut se demander si on ne souhaiterait pas un retour à la low-tech. Et c'est vrai que quand je discute avec des étudiants du plateau de Saclay à propos de notre futur centre ou à propos de la façon dont ils voient leur avenir, ils sont de plus en plus nombreux à militer pour cette low-tech, où on n'accepte la high-tech que si elle est vraiment bien expliquée. Il faut faire preuve aujourd'hui de pédagogie. Ils craignent notamment avec le big data et l'intelligence artificielle une surveillance des individus continue où on saurait en permanence où ils sont, ce qu'ils font, comme si ce n'était pas le cas avec leur smartphone. Et donc ils nous disent finalement pour entrer dans un centre de recherche, en fait finalement le mieux c'est un bon vieux badge. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement ils rêvent d'un bon café dans une cafetière à piston pendant qu'à San Francisco, on a des startups qui vous servent le café avec un robot. Alors c'est là tout le paradoxe, parce que bah oui, depuis ce matin, on est complètement attiré par le progrès technologique, et on voit bien qu'il y a des appréhensions qui viennent. Alors je ne vais pas passer trop de temps à redéfinir ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que voilà, vous êtes maintenant complètement au point. En fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est surtout du machine learning. On fait d'ailleurs plus de data science, où on exploite la data, que de programmation en pourcent du temps. Et comme le dit Luc Julia, qui travaille chez un éminent
français qui travaille dans la Silicon Valley chez Samsung, en fait, l'intelligence artificielle n'a pas grand-chose du fonctionnement du cerveau humain. Pour revenir à Total, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, nous sommes une société de big data. Des data, nous en traitons tout le temps. Nous avons nos données industrielles. Donc un puits de pétrole, c'est à peu près quelques milliers de capteurs installés dont on surveille les paramètres en permanence. Sur une raffinerie complexe comme celle d'Anvers, ça s'approche du million. On a aussi les données de nos clients, quelles que soient les énergies, les données de l'environnement que l'on simule également, et puis surtout les données du sous-sol, où là on reconstitue finalement toute l'histoire de la planète grâce à notre sismique et à notre analyse de données. L'intelligence artificielle, on le sait, elle soutient l'homme, elle l'augmente, mais en fait, elle ne remplace en aucun cas l'intuition. L'intuition de l'ingénieur, pour reprendre les propos d'Yves Poilane, qui, avec ses ordres de grandeur, avec sa capacité à parcourir le monde, effectivement, sait l'appréhender pour inventer des choses nouvelles. Et le réel restera toujours plus complexe, finalement, que le simulé. On sait que les programmes, ils ne connaissent ni le bien, le mal, ils ne connaissent pas l'émotion. Et en fait, ils ne peuvent pas faire de la créativité pure. La créativité de l'artiste, et il y en a beaucoup qui ont été invités aujourd'hui, ou la créativité finalement industrielle pour inventer un nouveau futur. Et donc, c'est parce qu'il y a tous ces aspects positifs qu'il faut effectivement s'interroger sur comment appréhender ces nouvelles technologies, et surtout, quelle éthique derrière. Moi, il y a un exemple dystopique en tant que femme que j'aime bien. C'est de se poser la question effectivement de l'IA que l'on construit aujourd'hui. Parce que l'IA, elle apprend finalement des modèles, elle apprend des données qu'on lui injecte. Et donc, est-ce qu'on serait heureux d'avoir une IA qui serait stéréotypée, genrée, voire sexiste? Et puisqu'elle se nourrit de modèles qui ne sont pas si anciens, il faut vraiment y veiller. Alors, tout le propos ici, c'est effectivement de voir comment est-ce qu'on concilie à la meilleure manière notre esprit de liberté, nos valeurs avec ce progrès technologique. Et cette question-là, elle ne peut se penser que dans un contexte mondialisé. Aujourd'hui, quand on discute avec les jeunes, en fait, ils ont toujours en eux ce rêve américain. Cette utopie est vraiment présente. Avoir un stage dans la Silicon Valley, c'est vraiment le must. Et effectivement, c'est intéressant parce que le progrès, la notion de progrès est assez exacerbée là-bas avec une vision quasi mystique. On parlait tout à l'heure du transhumanisme et effectivement sauver l'homme finalement de la mort presque contre lui-même. Je repense également au CEO de Palantir qui a fait une vidéo pendant le dernier Davos et qui pointait du doigt que ces sociétés de la Silicon Valley, aujourd'hui, elles s'adressent à finalement des communautés tournées sur elles-mêmes et qu'elles en oublient finalement les fondamentaux de la nation américaine qui est de penser sa sûreté d'abord. C'est intéressant et de voir qu'à l'autre bout du monde, en Chine, on en est à faire du ranking des individus dans ce royaume du e-commerce. Alors nous, quand on revient à l'Europe, et on revient au titre effectivement de cet exposé, quand on regarde tout ça, est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu colonie numérique de ces grandes puissances? Finalement, la dystopie pour nous, c'est de voir partir nos talents que nous formons dans notamment nos grandes écoles d'ingénieurs ou nos universités. Et pourtant, on est persuadé que l'Europe et la France a vraiment un rôle à jouer en s'appuyant sur ses atouts, sur sa formation et en tirant parti de ses valeurs. Parce qu'il se passe des choses qui sont liées vraiment au local, à nos écosystèmes. Et si je reviens un petit peu dans le passé, dans la Grèce antique, c'était une époque où il y avait des centres qui rivalisaient en termes de progrès technologique, et finalement, les inventions des Grecs anciens ont laissé plus de traces en termes de sciences et de techniques que celles des Romains, qui étaient, eux, plus centralisés. Alors c'est vrai que c'est un peu provocateur de parler ici des Grecs anciens. Le terme dystopie, d'ailleurs, même s'il a une racine grecque, il ne vient pas du tout du grec, il a été inventé plusieurs siècles après. Et puis je dirais, c'est aussi un peu provoquant quand on sait que les Grecs ne donnaient pas la citoyenneté aux femmes. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est intéressant quand on regarde le modèle des Grecs, c'est qu'ils liaient les sciences dures avec les sciences humaines. Et faire coïncider les innovations technologiques avec effectivement nos modèles de pensée, nos enjeux de société,
Là, c'est vraiment une façon de réconcilier l'homme et la machine. Et pour ça, il faut avoir un environnement propice. Alors, c'est vraiment dans cette perspective que, chez Total, nous concevons notre projet Total at Saclay. Il s'agit pour nous de développer un nouveau centre d'innovation et de recherche dans cet écosystème unique au monde, où effectivement sont présents les meilleures formations d'ingénieurs, des centres de recherche publics et privés. Et pour nous, ce centre de recherche, il sera au service d'une vision du monde de l'énergie beaucoup plus bénéfique que ce que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. C'est un monde où l'énergie sera propre, elle sera disponible et elle sera abordable. Alors dans ce centre, nous traiterons les sujets des énergies bas carbone, dans lesquels, vous savez, nous sommes de plus en plus engagés, et l'intelligence artificielle au service de nos métiers et de l'énergie, de ses usages. Alors on a déjà initié un certain nombre de partenariats dans ce sens. Nous sommes en partenariat avec Google pour toute l'analyse des données du sous-sol. Nous sommes en partenariat avec Tata en Inde pour travailler sur la raffinerie 4.0. Et nous sommes depuis le mois de décembre partenaires d'une dizaine de laboratoires du plateau et de l'Institut Polytechnique de Paris pour travailler sur un programme qui s'appelle la chaire Trendix, qui est pluridisciplinaire autour de l'optimisation des micro-réseaux d'énergie et leur gestion intelligente. Parce que, effectivement, la force de l'homme, ça a été dit complètement depuis ce matin, c'est la pluridisciplinarité et l'interaction. Et c'est vraiment ça, l'esprit de notre arrivée à Saclay. C'est de travailler en collaboratif avec l'écosystème. De prendre, voire de perdre ce temps de l'interaction. Et quand on y pense, cette discussion informelle entre les générations, où elle se passe chez vous? Elle se passe dans la cuisine. Et effectivement, c'est autour d'un café. Et c'est effectivement l'endroit que l'on imagine pour Saclay, ce sera un endroit que l'on veut convivial. Un endroit où on pourra passer du temps pour échanger de cette façon-là. Parce que nous voulons nous rapprocher des plus jeunes, les plus jeunes qui nous challengent aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un manifeste étudiant, un réveil pour une transition écologique qui a été signé par beaucoup d'entre eux et qui interpelle bien sûr des sociétés comme la nôtre. C'est un véritable réveil des consciences et nous, en tant que majors de l'énergie responsable, nous voulons mettre nos moyens au service de cette énergie responsable et donc on a beaucoup à faire ensemble. Nous sommes convaincus que l'énergie et la mobilité sont un excellent terrain de jeu à travailler ensemble. Alors pour conclure, je dirais, il semble que l'homme a toujours eu peur de la technologie. Pourtant, il y a eu des tas d'inventions avant nous. Je pense qu'à un moment, on doit prendre nos responsabilités, et c'est ce qui est fait aussi dans la formation des élites, c'est donner ce bagage humain qui permet d'appréhender le progrès qui est devant nous. Avec ces armes intellectuelles, on pourra construire le futur que nous désirons, quel que soit notre genre, notre génération. C'est ce que nous voulons faire effectivement chez Total, avec ce projet Total at Saclay, qui sera un projet donc ouvert sur son environnement et ouvert sur son époque. Et donc je conclurai avec une citation d'un livre que j'ai lu aussi il n'y a pas longtemps, parce que je rentre de vacances et qu'il fallait que ma culture un peu au sujet aussi pour en parler aujourd'hui. Et donc Guy Manoumani, dans son dernier ouvrage, nous disait « En agissant au présent, on prépare le futur. En diabolisant le futur, on condamne le présent. » Merci. Bravo.